vous faire un peu une petite synthèse de ce que l'on a appris de Parole en cours. Puis après, on va revenir avec toutes les deux de vos apprentissages, hein, vraiment incarnés dans un établissement, un peu les grandes leçons que vous avez apprises. Donc, je vous rappelle que Parole en co, c'est vraiment un triumvirat au départ. Là, on a travaillé avec Dr Michel Deguise, qui à l'époque était la directrice de tout ce qui est soins et technologie à l'INES. Puis depuis, elle est devenue la présidente directrice générale. Ouais, c'est ça, elle était directrice des services de santé et de l'évaluation des technologies à l'époque, avant de devenir PDG. Et puis avec Mado Desforges, donc Mado avait eu l'idée. Enfin, elle faisait déjà des accompagnements et donc elle était intéressée à travailler dans ce domaine. Et puis moi, c'est sûr que j'avais commencé à faire des projets de soutien par les pairs qui m'avaient absolument fascinée. Et donc j'étais intéressée à travailler dans le domaine de la cancérologie, qui est un domaine dans lequel je travaillais déjà depuis plusieurs années. Donc rapidement, ça avait 5 objectifs. Hein. Vous en retrouvez pas mal de conjoints avec celui de CPO, là, donc vraiment de travailler sur la co-construction, d'identifier les facteurs, d'évaluer, d'explorer les effets et les enjeux éthiques. On a vraiment été capable de pouvoir faire tout ça en l'espace de 4 ans. Et au total, il y a eu quand même plus de 600 patients accompagnés et qui ont été documentés, hein, parce qu'il y a eu plus de patients qui ont été accompagnés, mais dans ceux qui ont vraiment signé un FIC et pour lesquels on a été capable de pouvoir récupérer des données cliniques. On est à 600 personnes, donc c'est quand même énorme. Il y a eu 33 patients accompagnateurs, parce que c'est pas que des femmes, là. Parce qu'il n'y a eu pas que le cancer du sein qui ont été intégrés dans Parole en cours. On a eu plus de 1000 accompagnements et ce qui représentait plus de 600 heures. Alors au départ, ça devait être plus en présentiel, mais on a eu la Covid-19 qui a quand même un peu frappé. Et donc, il y a eu finalement beaucoup plus de contacts par téléphonique. Alors, c'est vraiment très, très, très global, enfin, comme on pourrait dire. C'est une synthèse quand même assez, comment on pourrait dire, un peu limitée, mais ça permet quand même de faire ressortir les grands points. Mais d'abord, ce que nous ont dit vraiment les patientes qui ont été suivies par des patientes accompagnatrices, c'est la capacité de pouvoir avoir un soutien émotif, informationnel, éducationnel et de navigation. Ce qu'on a été capable vraiment de mesurer, donc ça c'était quand même assez extraordinaire, c'est le fait que ça diminue l'anxiété, que ça permet une meilleure compréhension du parcours et de la maladie, d'une meilleure capacité à devenir partenaire de ses soins. Ça favorise la confiance aussi avec l'équipe clinique et finalement aussi ça améliore la qualité de vie. Et puis, plus d'un contrat permet d'avoir plus de valeur ajoutée. Donc, plus de contacts, plus d'un contact. Donc, ça aussi, on a vu qu'il y avait, entre guillemets, comme un effet dose. C'est-à-dire que quand on voit une seule fois un patient accompagnateur versus quand on le voit plusieurs fois, eh bien, il y a plus de sujets qui sont abordés, il y a plus de thématiques et finalement, ça a un impact beaucoup plus important sur les différentes dimensions que je vous ai présentées préalablement. Sur les professionnels, là, c'est une sensibilisation au vécu et à l'expérience des patients beaucoup plus importante, parce que c'est une autre type de relation finalement qui s'instaure entre professionnels et patients. Ça permet de faire un retour sur les pratiques, puis ça a été très utile dans le contexte de la Covid-19. Hein. On n'avait pas vu ça au départ, mais les patientes accompagnatrices ont eu vraiment comme une vigie et ont été capables vraiment en temps réel de dire « Ouh là, il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là ». En tous les cas, on voit que les patientes, en tous les cas, ne sont pas préparées comme elles devraient l'être, où il y a de l'information qui ne passe pas de façon la plus optimale. Et finalement, ça a changé aussi, changement de la relation avec les patients, donc comme je le disais, avec une capacité de considérer le patient d'une autre façon que dans une relation strictement thérapeutique. Et au niveau des gestionnaires, ça a été aussi très intéressant de prendre en considération l'expérience patient dans la prise de décision. C'est là où donc ça fait une bonne transition avec ce qu'on va discuter dans quelques instants. Donc juste vous faire un petit rappel. Donc on a eu une phase 1 qui a été menée dans ces 3 établissements. Le CIUS de Mauricie, Centre du Québec, avait participé au départ et on avait vraiment fait un très beau recueil de données au départ. Puis après, il y a eu des changements, qui ont fait qu'ils n'ont pas pu continuer. Et là, on est dans une phase 2 où il y a 4 nouveaux établissements qui commencent. Puis il y en a encore 2 autres qui sont sur la liste qui voudraient aussi embarquer. Puis ce qui est surtout assez spectaculaire, c'est au niveau français. Donc, Unicancer, qui est le regroupement de tous les centres de lutte contre le cancer en France. On a une quinzaine. Et il y en a 11 qui ont décidé d'implanter Parole en co. Il y a les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique Hôpitaux de Paris aussi. Et il y a un gros projet qui a été financé par l'INCa qui va débuter incessamment sous peu pour évaluer aussi les impacts dans un contexte différent, donc aux Hospices civils, à l'Assistance publique de Hôpitaux de Paris et à Unicancer. Et finalement, on est en discussion avec la Suisse, donc avec Genève et Lausanne, avec la Belgique et aussi avec la Suède.
Donc, au total, il y a 7 articles qui ont été publiés, il y a 2 articles soumis, il y en a 3 en cours d'écriture, il y a 2 podcasts, puis je ne vous parle pas du nombre de présentations qui ont été faites. Voilà, donc on va peut-être revenir toutes les deux, vous pouvez vous rapprocher. Donc là, on ne m'a pas donné mes questions, là. Moi, je ne les ai plus, les questions. Hein. Donc, il va falloir que vous me les donniez, parce que là, je pensais les avoir dans ma pochette, mais vous les avez les réponses, mais je n'ai pas les questions. Ah, ok. D'accord. Ouais. Ah, bah, j'ai commencé par toi. Je pense que tu peux te mettre là. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de la manière dont tu interviens auprès des patientes et je sais, ouais, vraiment, et comment tu mobilises tes savoirs expérientiels? Ben, en fait, les patientes qui reçoivent un diagnostic de cancer du sein, évidemment, c'est un choc pour elles. Fait qu'au départ, il faut... Tu te sois OK. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est mieux? OK. Ce que je disais, c'était que quand les patientes nous sont référées, ils ont déjà eu leur diagnostic de cancer du sein. Donc, leur vie est chamboulée. Fait que ce qu'on doit savoir au départ, c'est il y a des facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est l'âge de la patiente, son réseau social, son réseau familial aussi, pour bien la diriger puis bien comprendre sa situation là, de sa vie au complet. Fait que les patientes qu'on rencontre, c'est des patientes qui nous racontent leur histoire, souvent, les patientes vont pas bien avoir compris toute l'information parce que quand on reçoit le choc, on reçoit plein d'informations, on en oublie. Donc, on valide avec eux qu'est-ce qu'ils ont bien compris. Si c'est pas bien compris, on les retourne à les professionnels de la santé. Ensuite aussi, on les aide à trouver les ressources pour faciliter leur parcours de soins. Il y a plusieurs exemples que je peux donner, entre autres une patiente qui avait un problème de véhicule pour se rendre à l'hôpital parce qu'elle est en région, donc par son CLSC, tout ça. Fait que c'est des trucs qu'on peut faire comme ça pour faciliter la vie des patientes qui sont en traitement puis qui sont un peu affaiblies par leur santé. Ensuite, évidemment, à discuter avec eux autres, on baisse le stress et l'anxiété. Ils ont des petits trucs qu'on leur donne pour faciliter le dialogue avec leur infirmière pendant leur traitement ou quoi que ce soit. Ensuite, on leur fait voir l'étape de leur parcours de soins, une étape à la fois. Au lieu de voir ça globalement, puis sur un long terme, où à un moment donné, ils viennent, ils voient pas le bout de ça. Fait qu'en décortiquant tout ça, à ce moment-là, la patiente voit ça moins gros, puis elle dit « Ah, maintenant j'ai une étape de passé ». Fait que ça facilite aussi. Ensuite, il y a tout aussi au niveau des chirurgies, après la chirurgie aussi, la convalescence, comment ça se passe, parce que c'est pas nécessairement de l'information qu'on a selon chaque personne. Tu peux revenir un peu là-dessus, là, justement, sur la préparation à la chirurgie, parce que vous avez été très, très utile là-dessus. Là. Oui, bien, les préparations à la chirurgie, évidemment, j'en parlais tantôt dans mon autre question, mais je pourrais, c'est que les personnes qui ont des chirurgies, c'est une salle d'opération, ils ne connaissent pas ça, ils n'ont jamais vu ça. Donc, j'explique un petit peu comment ça se passe, qui est là à la salle d'opération, comment ça va se passer, puis que l'équipe de soins est là, puis qu'ils vont bien prendre soin d'elle, puis qui vont avoir toute l'attention nécessaire. Donc, ça les rassure parce qu'ils se disent « Ah, OK, parce qu'ils sont tout seuls là, quand ils vont en salle d'opération. Puis, est-ce que je vais me réveiller? Est-ce que, bon, je vais-tu me réveiller pendant l'opération? » Tous des petits détails comme ça qu'on n'a pas cette information qu'on a quand on n'a pas vécu ça. Ensuite, évidemment, il y a l'annonce aussi de la maladie aux proches. Ça, c'est une étape où c'est angoissant, c'est émotif. Ils ont de la peine pour eux, ils ont de la peine pour les gens avec qui ils l'annoncent. Fait que ça, c'est aussi, fait qu'on donne des petites indications et tout ça pour ça aussi. Puis évidemment, quand il y a des enfants, ben c'est une autre technique qu'ils doivent aborder avec les enfants. Puis, on est là aussi pour écouter dans les moments plus difficiles. Puis, on a parfois une patiente qui a une particularité importante
qui nous confient, mais que c'est important que l'équipe clinique sache ça. Donc, avec toujours l'accord de la patiente, dans le respect, la bienveillance, on réfère à Marie-France, puis Marie-France s'occupe de mettre en place les choses pour certains. Peut-être vous pouvez nous donner l'exemple. Il y a un exemple très concret, il n'y a pas si longtemps, là, peut-être tu pourrais Oui, en ben, parler, en puis fait, tu peux nous donner ta version aussi. Hein. oui, c'est ça. En fait, c'est une patiente, c'est pas moi qui ai eu cette patiente-là, c'est une consoeur qui a eu cette patiente-là. Oui, Sylvie. On peut Puis, rendre hommage à Sylvie. oui, c'est ça. Puis cette patiente-là, Sylvie a senti qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Elle était très, très anxieuse au niveau de ses examens médicaux. C'était pas sa maladie, tout ça, mais c'était au niveau des examens médicaux. Fait que Sylvie a détecté quelque chose. A parlé avec cette patiente-là. Elle a fait part de ça à Marie-France, puis ils ont mis en place partout où elle avait besoin de faire des examens, ils ont donné une lettre pour qu'elle se présente à ses médecins ou les soins, si elle était en échographie ou quoi que ce soit, avec cette lettre-là. Donc, elle n'avait pas besoin d'expliquer à chaque fois son angoisse, sa crainte. Puis les gens, ben, ils validaient avec la lettre que oui, elle avait besoin de plus d'intimité qu'une autre personne et tout ça. Donc, ça, c'était une belle. Donc, là-dessus, là, comment tu as réagi et comment tu as pu travailler en concert avec les patientes accompagnatrices, justement, et l'équipe clinique, là, parce que tu as vraiment joué le lien, là. Hein. Ben oui, tout à fait, parce qu'on n'avait pas encore à ce moment-là introduit les patientes accompagnatrices à l'intérieur de l'équipe interdisciplinaire. Donc, je jouais vraiment le lien entre les deux. Et l'information qui nous avait été transmise par la patiente accompagnatrice était que la patiente avait eu des agressions sexuelles dans le passé. Donc, tout examen physique par un homme était évidemment difficile. Puis évidemment, quand on a le cancer du sein, ben ça devient quelque chose de plutôt régulier. Mais aller à un scan, à une résonance, c'était quelque chose qu'elle était incapable de vivre, tellement qu'elle ne voulait pas avoir de traitement, puis qu'elle avait décidé que ça ne pourrait pas se passer pour elle. Donc, évidemment, moi, j'ai ramené ça à l'équipe interdisciplinaire pour qu'ensemble, on trouve quel sera le meilleur plan d'intervention à mettre en place pour elle. Donc, elle a eu une consulte en psychologie. Lui a demandé, est-ce qu'il lui ferait du bien aussi pour le faire. Elle a accepté de nous le raconter parce qu'elle ne l'avait pas encore raconté à l'équipe. Puis, dans tout ça, on voulait aussi lui remettre un peu d'autonomie dans la gestion. Quand est-ce que c'est un moment que je ne suis pas capable de gérer? Puis, quand est-ce que c'est un moment que je vais y arriver parce que là, c'était plusieurs fois, j'ai développé un lien de confiance. Donc, la lettre découle beaucoup de ça. Donc, on ne voulait pas avoir à raconter à tout le monde son histoire. Puis, on se disait aussi qu'il y aurait des bris de communication à quelque part, une trajectoire si longue. Donc, on lui a remis une lettre qui n'expliquait pas le contexte, mais qui expliquait ses besoins en disant, bien, sortez la lettre quand vous pensez que vous arrivez dans une situation qui a besoin que les gens fassent des choses un peu différemment avec l'intimité et autres mesures qui peuvent être mises en place. Et ça fait plusieurs mois maintenant qu'on a fait ça et la patiente se porte très bien. Elle suit sa trajectoire normalement et elle est en confiance et contente d'avoir vu ça, mais sans qu'on ait pu avoir l'information qui a été transmise par la patiente accompagnatrice parce qu'elle a pris le temps de lui parler, parce qu'elle a pris le temps d'aller chercher. Ça a permis de travailler en interdisciplinarité et d'intégrer l'information de la patiente à l'intérieur de l'équipe interdisciplinaire. C'est vraiment impressionnant. Hein. Moi, je trouve ça vraiment remarquable comme exemple parce qu'on a une patiente quand même qui aurait été en refus de traitement, hein, donc on aurait vraiment pu la perdre. Hein. Et la belle collaboration que vous avez pu établir, puis surtout, je pense que c'est le doigté, hein, vraiment, vous l'avez fait avec beaucoup d'humanité, en la respectant aussi les cliniciens, parce qu'il n'y avait pas d'attaque envers les cliniciens non plus, ça aurait pu être pris aussi comme un peu agressant de la part des cliniciens. Et vous l'avez au contraire posé d'une façon où vraiment il y a eu un respect mutuel qui a été vraiment extraordinaire. Peut-être que toi, tu pourrais un peu dire, toi, ton expérience un petit peu et comment tu interviens, toi, vraiment en tant que patiente, parce que tu as un profil un peu particulier parmi les patientes accompagnatrices au CHU. Oui, moi, j'ai un profil avec une mutation génétique. Donc, évidemment, les patientes qui me sont référées, c'est des patientes qui vont faire un test génétique ou en attente de test ou même qui ont une mutation génétique. Fait que moi, c'est les patientes, j'ai les patientes qui ont des chirurgies oncogénétiques. J'ai des patientes qui se posent des questions de savoir. Des questions, puis la reconstruction, puis tout ça. Tout c'est complexe. Oui, oui. Fait que moi, je suis jumelée avec ces patientes-là. Puis le fait que j'ai passé par là, puis que je suis capable de leur donner plein de petites informations qui
qu'il faut l'avoir vécu. Donc, la patiente, elle s'en va à sa chirurgie, puis elle s'en va dans un, comment je dirais, un sentiment de se sentir supportée, puis moins de l'inconnu aussi. La patiente, elle sait qu'est-ce qui va y arriver parce que j'essaie de lui donner le plus de détails possible. Le vêtement de compression, toutes ces choses-là, quand on est pas dans ça, on se dit vêtements de compression, mais c'est pas le On vêtement de n'anticipe compression. pas, ouais. Oui, c'est ça. Puis, fait que la patiente est toujours au cœur de l'information qu'on a à lui mettre. Puis, on parle souvent de sa période de convalescence, sa période d'hospitalisation aussi, les douleurs qu'elles peuvent ressentir, les solutions, les ressources qu'elles peuvent avoir. Bon, des fois, quand on n'a pas, quand c'est une chirurgie prophylactique, bien, souvent, on n'a pas l'infirmière pivot. Donc, c'est quoi les ressources qu'elle peut faire? Bon, si c'est quelque chose, un médicament qu'elle prend et qui n'est pas bien pour elle, bien, la ressource, c'est, par exemple, son pharmacien de la pharmacie du coin de chez elle. Il y a toujours les CLSC aussi. Ça lui permet d'oser poser des questions et oui, oser faire oui. remonter de l'information qu'elle garderait pour elle sinon. Oui, c'est ça. Puis, on laisse la porte ouverte aux patientes. À tout moment, elles peuvent nous rejoindre, puis elles savent qu'on peut faire un suivi avec elles, puis fait qu'elles sentent qu'elles ne sont pas seules, puis ça facilite aussi tout le parcours puis la convalescence. Alors moi, je vais venir vers toi parce que tu as été quand même, tu étais co-gestionnaire du CICC quand on a mis en place Parole Onco. Et en tant que gestionnaire, c'était donc une première. Tu avais déjà beaucoup travaillé avec des patients à Sainte-Justine, sur des comités d'amélioration et autres, mais là, d'arriver au niveau clinique, qu'est-ce que tu avais vu parmi l'équipe clinique, un peu les résistances, ou comment on fait intervenir comme ça un nouvel acteur dans une équipe clinique? J'aimerais bien avoir ton vécu Je pense que c'est ça notre plus grand apprentissage. En fait, même si on y croit très profondément, ça ne veut pas dire que tout le monde a la même perception ou la même vision. Puis les gens peuvent y croire, mais tant que tu ne le vis pas, ça peut être autre chose aussi. Donc, je pense que notre plus grand apprentissage a été peut-être de sous-estimer l'impact sur l'équipe que ça aurait, puis leur capacité à accepter les nouveaux membres dans l'équipe dans une posture différente. Ils sont habitués de travailler avec les patients dans une relation thérapeutique. Là, d'amener des patients dans une relation plus clinique où là, on va ensemble travailler à trouver des solutions. Tout le monde a dû changer de posture, autant les patientes que les membres de l'équipe clinique. Donc, oui, ça peut avoir de l'air de la résistance ou même un peu du rejet du projet, mais je pense que c'est plus de la méconnaissance ou de l'incompréhension, puis d'être capable de s'adapter à ça. Fait que je pense que l'apprentissage que nous, on a eu, c'est que peut-être qu'on aurait pu travailler encore plus sur ce changement-là de pratique, mais aussi de le maintenir dans le temps, parce qu'il faut être alerte au questionnement, au refus qu'il peut avoir, parce que ça va influencer la pérennisation du projet, puis ça va aussi rendre les patientes moins intéressées à vouloir participer s'ils ne sentent pas qu'ils sont bienvenus dans l'équipe. Donc, d'être capable de toujours trouver ou de voir venir certaines des résistances, entre guillemets, là, c'est un mot fort, mais dans le fond, c'est parfois ça que ça peut avoir de l'air ou de la méfiance, d'intégrer une nouvelle personne dans l'équipe sur un même pied d'égalité, mais qui apporte tout simplement quelque chose dans la complémentarité, mais qui peut avoir l'air menaçant pour un autre membre de l'équipe. Donc, on continue à travailler là-dessus. L'équipe du cancer du sein est un laboratoire où on teste plein de choses pour l'amener par la suite dans les autres équipes. Oui, puis tu as travaillé sur déjà le cancer de la prostate. Exact. L'équipe de cancer de la prostate sont les prochains à déployer Parole Onco. Ils viennent de terminer leur formation, les patients accompagnateurs. Donc, là, on est plus dans les patientes accompagnatrices du cancer. Exactement. Parce qu'on était parti sur l'idée que ça ne serait pas pareil. Les hommes, les femmes, complètement fous, ils ont les mêmes besoins, la même capacité de s'exprimer, les mêmes besoins, demandes. Donc, on a travaillé de cette façon-là, puis ça fonctionne super bien. Il parle beaucoup aussi, qu'il y avait beaucoup, finalement. Il parle autant que les femmes. Je pensais qu'il me demanderait moins de temps dans la communauté de pratique, mais je pense que ça va être tout autant. C'était très drôle, j'ai entendu. Alors justement, la communauté de pratique, on va en dire quelques mots. Vous avez été quand même assez remarquable. Dès le départ, il y a vraiment eu une volonté de faire en sorte que l'ensemble des patientes qui intervenaient dans le cancer du sein puissent échanger sur leurs pratiques. Donc, vous avez constitué ça vraiment dès le départ. Et j'aimerais bien un peu que tu nous parles de ton expérience au sein de la communauté de pratique. Puis pourquoi c'est important d'avoir ce genre de véhicule et de lieu pour échanger? Le mardi matin. Tous les mardis matins. Tous les mardis matins, on se présente par Teams, toute l'équipe de Parole Onco.
C'est un endroit on échange entre nous, on évacue, on se dépose. Des fois, on reçoit de l'information de nos patientes puis qui nous affecte. Puis c'est là qu'on dépose toutes nos choses, puis la vision de l'une, la vision de l'autre, fait que ça apaise nos propres angoisses à nous aussi vis-à-vis certaines patientes qu'on peut rencontrer. Puis, on a développé une grande amitié, je vous dirais, parce que, bon, évidemment, il y a les patientes, mais il y a aussi nous par rapport à ce qu'on vit. Puis, fait que c'est ça, c'est toujours dans la bienveillance, dans le respect de chacune, puis de voir les points de vue de chaque personne. Les mardis matins, bon, parfois, je ne suis pas capable d'être présente pour X raisons. Ces mardis matins-là me manquent et j'ai toujours hâte au mardi suivant pour récupérer ce que j'ai manqué dans cette journée-là. Donc, non, c'est très, très important. Puis, on a développé vraiment, on se tient les coudes, comme on dit, puis à l'occasion, on se prépare des dîners, puis on va ensemble manger ensemble, justement, pour continuer là, de développer nos savoirs. Puis aussi, la communauté de pratique, c'est aussi une formation continue parce que, bon, comme moi, je ne connais pas l'hormonothérapie, je ne connais pas la chimio parce que j'en ai pas eu à faire, mais quand j'ai une patiente qui a de la chimio, des questions, ben, je sais que j'ai des consoeurs qui peuvent prendre la relève, puis en même temps, ben, moi, ça me donne une information que je peux assimiler puis dire à ma patiente, bien voyant, j'ai entendu ça, mais cette personne-là pourra peut-être t'aider plus que moi. Puis, fait, on se partage ça. Puis, comme à un moment donné, j'avais beaucoup de patientes parce qu'il se faisait beaucoup de chirurgie. Donc, quand je suis avec une patiente, on est environ 1 heure avec cette patiente-là au téléphone. Fait que là, j'avais quelqu'un qui prenait un petit peu les devants, elle appelait la patiente, elle prenait soin de savoir vraiment ses besoins. Donc, quand moi, je retournais l'appel à cette patiente-là, ben, j'allais droit au but avec elle. Fait que les informations étaient déjà claires et tout ça. Donc, ça prenait moins de temps pour moi. Donc, j'ai pu accompagner plusieurs femmes versus que j'aurais pu en faire juste 1 ou 2 dans la semaine. Puis finalement, au bout de la semaine, j'en ai fait 8. Puis ils ont toutes bien été répondues là, dans leur. Puis je dis ça pour moi, là, mais c'est vrai pour mes autres consoeurs aussi, là, quand ils font des interventions auprès des patients. Puis toi, tu animes la communauté. Mais donc, je l'anime, oui et non, dans le sens que le leadership est de leur côté. Là. Moi, je suis présente, puis je suis là pour les accompagner, faire la formation continue, de leur apporter des ressources ou confirmer des besoins qu'ils pourraient avoir. Ils sont un groupe très mature, ils sont capables de s'autoréguler. Donc, je suis là, c'est un grand privilège. Là, moi aussi, le mardi matin, c'est un moment important, mais au fil du temps aussi, je me suis développé un rôle d'un peu de vie de leur bien-être, m'assurer que, par exemple, récemment, ils ont vécu un deuil, donc de les accompagner dans ce deuil-là d'une patiente accompagnatrice, de mettre en place les ressources qu'elles ont besoin. Donc, l'animation, oui, mais c'est plus une participante qui vient en chercher autant qu'ils peuvent en recevoir. Donc, que je peux leur en donner, je viens en chercher autant. Mais donc, c'est ça. C'est un rôle que je pense qui est important. La communauté de pratique, elle est essentielle, mais d'avoir quelqu'un de clinique qui est avec eux pour les accompagner, pour moi, je pense que c'est essentiel d'avoir ça. Oui, tu peux inviter aussi des personnes aussi. Là, oui, fréquemment. Ben oui, fréquemment. Puis on les invite, soit ils veulent rencontrer les infirmières, puis vous, parce qu'ils ont des questionnements. S'ils se mettent à se questionner sur une nouvelle forme de thérapie, on va inviter un expert pour leur en parler. Ils sont vraiment avides d'informations pour mieux transmettre le tout aux patientes accompagnatrices. Elles veulent elles-mêmes se développer constamment. Donc, nous, c'est un plaisir de répondre à ce besoin-là, de voir comment ils souhaitent devenir encore meilleurs. Puis la communauté de pratique, elle est comme garante de l'excellence de leur pratique. Puis tout le monde s'assure entre elles qu'elles sont toujours au niveau, qui se sont eux-mêmes mis des attentes les plus élevées possibles. Oui, parce que Marie-France est très importante dans notre groupe parce que on ne connaît pas tout le monde. Puis comme on n'a pas accès facilement aux infirmières pivots ou aux médecins, ben on sait que on ne laissera pas tomber les patientes parce qu'on n'a pas la ressource qui fait le lien et tout ça. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un avec nous. Puis ma dernière question avant d'ouvrir la salle, là, tu as dit que maintenant, des patientes pourraient être présentes au comité interdisciplinaire. Une
nous Est-ce que tu restait, pourrais, ouais, il nous restait ouais. quelques petits éléments, quand on parlait tantôt de questionnement ou de méfiance un peu, il nous restait quelques éléments déontologiques attachés, tout ça. Donc, c'est pas mal presque tout attaché. Donc, on a fait déjà une première expérience où une patiente accompagnatrice, Marie-André, est venue à une rencontre. Et là, ce qu'on souhaite, c'est à toutes nos rencontres interdisciplinaires, il va y avoir une patiente accompagnatrice qui va représenter le groupe. Donc, quelqu'un qui va être là constamment. Puis après, une autre patiente accompagnatrice pourrait présenter la patiente qu'elle accompagne pour être capable d'aller chercher, au lieu que je sois l'intermédiaire, qu'elle soit la personne qui va venir présenter son cas et d'être capable de venir chercher, de participer à la prise de solution pour un plan d'intervention interdisciplinaire. Donc, c'est quelque chose qu'on va tester sous peu. Non, elle a tout fermé. OK. Donc, on s'attend dans les prochaines rencontres d'avoir une participation d'une patiente accompagnatrice à l'intérieur de nos réunions interdisciplinaires de Ça, cancer c'est quand du même sein. assez exceptionnel. Mais C'est moi, je vraiment pense que à oui, souligner. ça fait longtemps qu'on y travaille, mais on aime mieux aller dans leur petit pas puis s'assurer qu'encore là, que tout le monde est bien dans tout ça puis tout le monde se sent à l'aise dans son rôle. Donc là, je pense qu'on a terminé d'attacher ce qui devait être attaché puis on va pouvoir commencer sous peu. On pourra vous en reparler plus tard. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question ou un éclaircissement ou un témoignage? Oui, tout ça. Merci beaucoup pour l'excellent travail que vous faites et on voit bien l'importance justement de la collaboration. Vous avez parlé en fait de la question de la méfiance en fait éventuellement de l'équipe clinique. Comment on fait pour la saisir, pour monitorer au cours du temps, parce que c'est ça, il faut s'assurer quand même qu'on répond quand même souvent aux préoccupations qui par ailleurs pourraient être légitimes. Comment on fait pour maintenir ça et puis montrer l'importance justement d'avoir ces personnes supplémentaires là qui accompagnent l'équipe clinique aussi dans certains cas. Oui. Mais je pense que c'est essentiellement dans la communication, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ressentent. Au début, ça a été plus de leur présenter, voici la littérature, voici ce qu'on en connaît. Puis, c'est pas suffisant. Les gens devaient le vivre, ils n'arrivaient pas à être convaincus juste en lisant les articles qui avaient été publiés parce que ça ne les représentait pas nécessairement dans leur vécu. Donc, c'était vraiment d'avoir une discussion ouverte. Et moi, comme gestionnaire, puis encore là, infirmière en pratique avancée, de prendre une posture d'apprentissage, une posture d'ouverture, puis d'écouter, puis de comprendre que c'est pas tout le monde qui est rendu à ce niveau-là d'expérience dans le partenariat patient, puis d'être capable de répondre à ce besoin-là, puis de se rencontrer à un milieu. Là, nous, on a cette vision-là, eux, ils sont plus là-dedans, puis comment on peut, en plein milieu, se dire, bien, OK, tout le monde est à l'aise dans ce fonctionnement-là, puis d'avancer à petits pas. Puis chaque petit pas va démontrer que, OK, là, je me sens de plus en plus à l'aise, ça fonctionne, mes craintes sont peut-être pas fondées finalement, puis d'avancer comme ça ensemble. Puis, en fait, on a co-construit tout ça ensemble. Les patients nous ont amené leur vision, l'équipe a amené sa vision, puis ensemble, on a trouvé la vision commune d'arriver à faire quelque chose parce qu'on voulait pas ni décourager les patientes parce qu'ils étaient sur le point de dire, bien là, si personne de l'équipe veut embarquer, je vois pas pourquoi je m'impliquerais. Puis, on est arrivé maintenant, on n'est plus dans cette discussion-là, mais on est juste dans l'innovation pour pousser le projet encore plus loin. Un besoin constant, par exemple, de faire une restitution des résultats. Par exemple, là, vous avez parlé de l'importance de ce projet-là, ou en tout cas d'avoir cet accompagnement à des patients, de faire un retour justement à l'équipe clinique pour montrer, ben, regardez vos patients, en fait, ils trouvent en fait cette initiative géniale, ils trouvent que ça fonctionne. Donc, et peut-être que là, c'est une autre façon aussi d'engager cette communication. Oui, je pense qu'on peut faire mieux encore dans ça. Je pense qu'on n'a pas encore parfaitement bien documenté tout l'impact que ça a. On le fait entre nous beaucoup, la réunion de l'équipe interne, les patientes accompagnatrices, on le fait. On fait un peu plus de la promotion du projet devant des rencontres de gestionnaires, des choses comme ça, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin dans la documentation de l'apport positif vers tout le monde. Nos apprentissages, je pense qu'on pourrait les amener ailleurs encore plus, comme aujourd'hui ou dans d'autres formats. Oui. Ah, mais c'est chouette, on en a. Bonjour, Linda Landry, patiente accompagnatrice. Félicitations pour votre présentation, c'est intéressant. Moi, j'ai une question pour les proches aidants. J'ai beaucoup aimé l'exemple que vous avez donné pour la réaction des hommes au niveau du cancer de la prostate. Donc, les hommes peuvent parler aussi, ont des émotions, sont capables de les exprimer. On parle souvent de l'annonce du diagnostic, c'est difficile avec la famille. Mais après, c'est comme si on ne reparle plus de la réaction des enfants au quotidien. Mais les étapes peuvent durer 6 mois, 1 an.
tous les traitements et il y a des réactions au niveau de l'annonce du diagnostic, mais il y en a plus tard dans la vie. Et ça peut créer des situations familiales difficiles. Donc, je me demande si on se préoccupe des proches aidants au fur et à mesure du processus. Je peux vous dire que moi, personnellement, ça a été difficile avec mon conjoint. Il était très supportant. Il a pris 3 mois de congé. Il n'y a pas de problème. Mais de voir comment ces hommes-là se sentent. Et on passe toujours par la patiente. Mais pour avoir assisté à des rencontres de proches aidants avant d'être à l'espace partenaire, on a vu que des proches aidants, excusez-moi l'expression, se vidaient le cœur, exprimaient leurs réelles préoccupations qu'elles n'avaient jamais dit à leur conjoint ou leur conjoint. Il y a même des fois 2 diagnostics. La conjointe peut avoir un diagnostic et le conjoint un diagnostic, que ce soit au niveau de l'oncologie ou autre. Et souvent, la femme qui est la coordonnatrice, qui porte la charge mentale de la famille, même si elle est malade, elle va s'oublier pour supporter le conjoint qui aurait une autre maladie, cardiaque, respiratoire ou un autre cancer. J'ai vécu une expérience comme ça dans ma famille en Gaspésie. Les 2 avaient le cancer, mais la patiente qui avait un cancer du sein s'est oubliée pour prendre soin de son conjoint. Donc, il y a des situations pas toujours faciles avec les proches aidants. Peut-être faudrait explorer ça un petit peu plus, parce que si nos proches aidants sont bien, nos patientes vont être mieux, ils auront moins de stress. Ouais, vous avez tout à fait raison. C'est un concept qui ressort beaucoup dans nos rencontres parce que les patientes accompagnatrices parlent de comment réagit le conjoint. Ça, mais vous avez raison, c'est par personne interposée. Dans nos projets qu'on a de développement, puis je sais que Marie-Pascale en a aussi, c'est d'avoir des proches aidants accompagnateurs et d'avoir aussi, parce que le volet enfant aussi, comme les parents ont un cancer, puis comment on leur annonce, puis comment on les accompagne, comment ils perçoivent ça. Donc, on est aussi en train de développer un projet pour les jeunes enfants et les adolescents qui apprennent que leurs parents, un des 2 parents ou les 2 parents ont une maladie grave, donc surtout un cancer pour nous, puis de développer quelque chose de plus adapté à leur âge, mais pour avoir des anciens enfants devenus accompagnateurs, là, vous voyez le concept. Donc, on y travaille parce qu'on a vraiment réalisé par les patientes accompagnatrices qu'on était rendu là, puis c'était un élément très, 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 très important à mettre en place. Donc, on y travaille. C'est une très bonne remarque pour Continuum Parole Onco, là, de vraiment pas oublier les proches. Donc, on pourra en discuter là cet après-midi pour voir de quelle manière on introduit vraiment des activités aussi spécifiques pour les proches. Oui, c'est bien, exactement. Là, je pense qu'on a fini notre matinée. Vraiment un immense merci. On a fini ça en beauté, là, vraiment avec votre belle expérience. Ah, il y a Dorothée, pardon. Là, je n'ai pas vu Dorothée. Excuse-moi, Dorothée. Oui, bonjour tout le monde. Peut-être tu te présentes comme a fait Linda. Là. Pardon? Peux-tu te présenter? Tu fais comment? Tu te présentes. Qui es-tu? Oui, je m'appelle Dorothée Juige et j'ai fait le parcours du diagnostic, traitement et même un peu après un cancer. Et je dirais, j'ai participé à la première phase, enfin participé entre guillemets. En tout cas, j'ai été présente à certaines étapes de la première phase de Parole Onco, partant de la Fondation Croire, qui est logée à l'hôpital Maisonneuve. Et la question que j'ai souvent posée demeure la même. Sur mon parcours, j'ai vu rarement des personnes, comme on dit ici, racisées, intégrées dans les diverses étapes d'accompagnement. Et je me suis toujours posé la question, et je la pose ici également. Quels sont les mécanismes mis en place pour que ces personnes-là soient elles aussi accompagnées de façon adéquate pendant ou après les traitements du cancer? Parce qu'on a l'impression que j'ai fini par avoir, et ça m'a poussé à poser la question, c'était, est-ce à dire que les personnes, permettez que je le dise, de race noire, ont moins de cancer que les autres? Or, les échos que je reçois des diverses communautés
que ce soit d'origine africaine, haïtienne ou je ne sais pas quoi, indique que ces personnes sont tout aussi bien frappées, et d'autant plus frappées que, comme j'ai dit, l'accompagnement ne semble pas être le même pour elles. Et ma préoccupation reste comment faire, qu'est-ce qu'on envisage dans le cadre de ce projet pour prendre davantage en compte ces personnes-là, parce que je peux vous assurer que c'est pas facile. C'est d'autant plus difficile que c'est des personnes qui se trouvent dans un contexte environnemental qu'elles maîtrisent peu, quand bien même elles ont évolué dedans. Il y a beaucoup de choses qui leur échappent et ça vient les frapper davantage quand elles sont touchées par un mal aussi dévastateur que le cancer. Donc ça, pour moi, c'est une préoccupation et j'aimerais que à court ou à moyen terme, on trouve le moyen d'intégrer des éléments qui permettent d'attirer ces personnes-là vers les possibilités qu'offre le programme et qu'elles soient accompagnées de façon plus adéquate, parce que parfois on commet des erreurs parce qu'on ne se fie qu'à des oui-dire des uns et des autres, mais qui n'ont pas une base, j'allais dire, scientifique suffisamment établie. Merci. Excellent commentaire qui nous touche beaucoup. Puis c'est quelque chose qu'on a aussi déjà parlé dans la communauté de pratique. En fait, l'enjeu est dans les deux côtés. Il y a les patientes de toutes les races ou de toutes les communautés qui vont pas nécessairement aller demander une aide ou qui vont être plus discrets dans leur demande d'aide. Et si on regarde nos patientes accompagnatrices, mais elles ont toutes à peu près le même profil, blanc, éduqué, tout ça. Donc, de faire les meilleurs matchs possibles, ça nous prend aussi des patientes accompagnatrices qui vont vouloir accompagner les patientes en provenance d'une origine différente, qui ont des valeurs, des croyances différentes aussi. Donc, on cherche à recruter, mais on n'a pas nécessairement de candidate qui lève la main, qui veut. Fait qu'il faut vraiment améliorer notre façon de faire du recrutement. Puis, on pense qu'avec ça, on va être capable d'aller mieux chercher les patientes qui ont besoin d'un accompagnement. Donc, on en a de différentes origines qui lèvent la main et qui veulent se faire accompagner, mais on pense qu'on pourrait être meilleur pour avoir un plus grand impact si dans notre groupe de patientes accompagnatrices, on a aussi des personnes de toutes les origines, de tous les milieux, les milieux de vie, de toutes dans le fond, les expériences différentes. Parce qu'on sait que les croyances sont importantes, les valeurs sont différentes d'un groupe à l'autre, puis ça, on a besoin d'améliorer cette approche-là de notre côté, mais on n'arrive pas à bien entrer dans ces groupes-là pour aller recruter des patientes, alors que dans notre pool de patientes, on en a des gens qui ont tous ces profils-là, mais ils ne lèvent pas la main pour être capables de faire les accompagnements. Donc, si vous avez des trucs à nous donner, on sera les premiers, mais on veut être meilleurs pour faire aussi cette approche-là auprès de tout le monde. En fait, pour avoir accompagné certaines personnes algériennes, qui n'est pas ma réalité, tout ça, c'est important quand on a une situation comme ça, c'est de faire un suivi avec cette patiente-là, de lui donner l'information qu'elle a besoin, mais de s'assurer qu'on va rester en communication. Fait qu'elle, elle apprend ces choses, puis moi, de mon côté aussi, j'essaie de m'informer, voir du mieux que je peux, comment l'aider à faire mes recherches moi-même, puis garder contact pour que justement, elle se sente bien dans son parcours de soins, qu'elle se sente bien supportée, malgré tout ce qui peut être différent de nos vies là, à nous. Oui, c'est une préoccupation, puis ça fait un bout de temps qu'on en parle entre nous, les patientes accompagnatrices, puis oui, on souhaite vraiment avoir représenté tout le monde, évidemment. Puis au niveau recherche, on a fait un projet ad hoc là-dessus. Là, on est allé vraiment chercher l'opinion et la perception de personnes venant de différentes origines
culturelle pour essayer de voir aussi quels étaient leurs besoins implicites et explicites, parce que le problème, c'est que souvent, c'est implicite, c'est pas toujours explicite, et de voir de quelle manière on devrait y répondre. Donc, on est en train de faire l'exploitation des données, puis ça va donner aussi peut-être des lignes directrices pour essayer de mieux comprendre comment on pourrait faire. Et dans mon petit modèle que je vous présentais, là, quand j'ai parlé du quintuple AIM, là, dans le quintuple AIM, il y a de tout ce qui est vraiment l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, il y a aussi cette dimension-là qu'on veut évaluer dans le projet pour s'assurer en tous les cas qu'on a une capacité d'inclure des personnes venant d'origines très, très diverses et qu'on est capable de vraiment répondre à leurs réels besoins. Voilà, donc 0, 20, merci. C'est bon, on a fini.